Salut à tous, c'est Feren, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de mon podcast Le Bloc. Donc aujourd'hui on est avec un nouvel invité bien évidemment. On est avec Michel Givono. Bienvenue Michel, Merci j'espère que tu vas bien. Écoute, très bien, si tu me permets, j'enchaîne tout de suite. Enfin, je te laisse te je te présenter. donne vraiment en lumière du moment et puis après je me présente. Je vais bien parce que c'est actuellement les vacances scolaires. Et pendant les vacances scolaires, je crois qu'il est ultra important, pour ceux qui peuvent avoir des vacances, de vraiment faire une pause et de recharger les batteries et en même temps de vider, de se nettoyer, de se dépouiller de tout ce qui a été anxiogène pendant l'année. Et moi là, pendant les grandes vacances d'été, je prends ce temps pour ça, parce que j'ai une année en général où je fais énormément de choses, mais on en parlera dans l'interview. Donc je m'appelle Michel Givonou, j'ai 47 piges, 3 enfants, je suis marié. J'habite du côté de Savigny-sur-Orge, mais le gros de mon histoire s'est fait à Corbeil. Je suis un enfant des Tarterets. Et j'ai bossé, et je bosse encore énormément à Évry. Donc ces 3 villes-là, elles sont ces 3 pôles dans lesquels je gravite régulièrement. Dans la vie de tous les jours, donc effectivement, je suis dans l'éducation nationale. Tu l'as deviné. J'ai enseigné pendant 20 ans en tant que professeur des écoles. Et depuis 4 ans, là, je suis le directeur de ma structure, de mon établissement. Donc c'est un autre boulot. C'est différent de l'enseignement, mais c'est pas plus mal. Voilà, ça me permet de voir d'autres choses, d'impulser des projets. Et je dis souvent ça, cette formule, ça me permet de murmurer à l'oreille de l'inspectrice et de tenter de mettre en place des projets qui seraient vraiment porteurs et qui auront du sens là où je travaille. Donc tu as un réel pouvoir je vais pas dire de décision, mais on t'écoute plus, en tout cas. Voilà, tu es une voix qui pèse. En tant que directeur ? En tant que directeur, ouais. À côté de ça, j'ai une autre casquette, c'est celle de, comme toi, responsable associatif. Hein. J'ai été à l'origine en 2012 de la création d'une asso qui s'appelle Philocité. Ça fait de l'action sociale, tout simplement. C'est comment est-ce que, dans nos vies respectives, dans nos espaces de vie, dans notre environnement, avec des gens que l'on ne croiserait pas, on arrive à créer des temps d'échange et des temps de débat, face à face, en visu. L'idée, c'est qu'on se retrouve dans une salle, il y a un débat, il y a un invité, et les gens se rencontrent et les gens parlent de ce débat-là, donnent leur opinion, argumentent, disent quand ils sont d'accord, pas d'accord. Et ça, pour moi, en termes de démocratie participative, c'est extraordinaire. Et je pense que d'ailleurs, le salut de notre société, il passe par ça, par libérer la parole et par créer ce genre d'espace. Donc Philocité, ça existe depuis 2012. On a commencé à Corbeil-aux-Tarterets, puis on a réussi à aller un peu partout. On a réussi à inviter plusieurs personnes plus ou moins connues, et à élaborer et à construire autour de sujets de société tels que, je sais pas moi, les repères de la jeunesse, quel indigné êtes-vous, la réussite c'est quoi? J'ai beaucoup aimé celui-là. La réussite c'est quoi? C'est quoi réussir? En plus c'est une question que j'ai posée pendant mes 2 derniers podcasts des personnes qui étaient là. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Et comme invité, on a eu Rokhaya Diallo, Rachid Santaki, Souria Adel, Yacine Bellatar. On a eu du monde quand même, des gens vraiment intéressants. Ouais. Et c'est pas fini. On fait maintenant des Philocités en sortant des théâtres. C'est-à-dire que la scène nationale d'Évry, big up à eux. Ils nous reçoivent sur 3 spectacles pendant l'année. Et juste après la pièce, ceux qui ont envie de taper la discute, ceux qui n'ont pas envie d'attendre le lendemain pour laisser la pièce décanter ou ce qu'ils ont vu décanter, ils peuvent, au sortir de la pièce, voilà, taper la discute et faire un petit Philocité. Après, on est parti dans des écoles, dans des lycées, etc. On l'a fait vraiment partout, dans des lieux fermés, dans des lieux ouverts. Voilà, c'est une belle aventure et c'est de l'action sociale. La deuxième asso, c'est l'Entaille. Ouais. Et ça, c'est de l'action culturelle, où moi, je suis quelqu'un d'ultra convaincu, mais vraiment ultra convaincu, par le fait que la culture, c'est un vecteur extrêmement puissant pour intégrer des populations, les faire s'émanciper, les faire grandir et surtout se reconnaître. Au niveau de la reconnaissance, de par la culture, on peut faire des choses extraordinaires. Je suis vraiment convaincu de ça. Alors il y a d'autres vecteurs, il y a le sport, etc. Quoique. Mais toi, t'étais plus dans la culture, quoi. Moi, désormais, je suis plus dans la culture, ouais. Et ça m'amène sur un autre terrain. Je vais encore être plus dans la culture parce que depuis 2016-2017, je me suis lancé dans l'écriture et la mise en scène d'un seul en scène, d'une pièce de théâtre. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ça s'appelle Le voyage de mon père, mon départ. Et là, pareil, moi, j'ai fait du théâtre en amateur et un jour, je me suis dit, attends, moi, j'ai des choses à dire sur scène.
Voilà. La scène, c'est pas une chasse gardée à certains, à une élite française. Mon discours, ce que je porte, je peux le donner à voir. Voilà, mais on en parlera. Donc tu vois, j'ai plein de casquettes. Ouais. Et j'en ai aucune que je préfère plus que l'autre. Les trois me complètent et elles font qui je suis. Voilà. Et anciennement, j'étais un joueur de basket, mais j'ai des genoux en carton maintenant. Ligaments croisés, tu connais. Et là, c'est pour de vrai. Et ouais, j'ai des genoux en carton, mais j'ai été passionné de ce sport-là que je trouve aussi assez formidable. Cette cohésion dans une équipe pour tous attaquer, tous défendre ensemble. Je trouve ça extraordinaire, le basket, ce que ça peut donner quand c'est bien pratiqué. Voilà. Okay. Très intéressant le parcours de Michel Duvauneau. Merci. Tu as vraiment plusieurs casquettes. Et il me dit, tu as quand même fait beaucoup de choses dans ta vie. Parle-moi un peu plus de toi, de ton parcours. Là, tu as un peu montré un peu tes différentes casquettes, père de famille, directeur, etc. Et parle-moi un peu plus de ton parcours. Aujourd'hui, tu as 47 ans, mais avant ça, comme tu as dit, tu as été prof pendant 20 ans. Tu es directeur depuis 4 ans. Mais avant ça, le Michel un peu plus jeune, il était comment? Il était plutôt bosseur, plutôt... Est-ce que toutes ces choses-là, tu les avais déjà en tête avant, ou c'est des nouvelles idées qui te sont arrivées là tout de suite, plus récemment? Moi, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que j'ai eu une enfance de ouf, en fait. Au Tarteresse, c'était une enfance mais géniale. Mes parents, ils arrivent en 76. La cité, elle est toute fraîche. Les bâtiments, ils sont sortis de terre il y a un peu moins d'un an, je crois, ou même de quelques mois. La cité se remplit d'une population cosmopolite. Moi, j'ai des souvenirs de ce quartier où il faisait toujours beau, il pleuvait jamais. C'était les vacances. Bien sûr, quand tu grandis, bah, ton acuité visuelle, elle voit des choses qui... Tu dis, ah ouais, là, quand même, là, c'est un peu chaud. Il y a de la délinquance, il y a forcément eu de la drogue, il y a des règlements de compte. Mais de mémoire, Corbeil et les Tarterets, pour moi, c'était un village, déjà. Tout le monde se connaissait. Il y avait une pluralité de nationalités et de personnes issues de la diversité. C'était incroyable. Tu avais des Bulgares, je peux t'en citer 10 ou 20. Bulgares, Portugais, donc les Antilles, Dom-Tom, Afrique subsaharienne, tu avais tous les pays. Tous les pays. Togo, Mali, Ghana, Niger, Centrafrique, Sénégal, Zaïre, Congo, etc. Le Maghreb. encore plus en force. Il y avait des Pakistanais, il y avait des Cambodgiens, il y avait des Croates. La Croatie. Tu avais des Russes. Tu avais Équateur, Amérique du Sud, Venezuela. Non, franchement, c'était un village monde. Mais les Tarterets, c'était un village monde. Je te parle de ça, c'était entre 80, 85, 80, 90, quoi. C'était un village monde. Et puis après, bah, les gens sont partis. Les gens partent, ils veulent un avenir meilleur pour leurs enfants, pour leur famille, parce que le chômage, la délinquance, parce que les pouvoirs publics aussi peut-être jouent un peu moins le jeu, ou le jouent mal, ou ne sont pas à l'écoute de ce qui se dit, ou pas suffisamment. Effectivement, ça se paupérise. Et les fractures se créent. Mais jusqu'à un certain âge, je sais pas, 15, 16, 17, 18 ans, c'était le bonheur. Alors aujourd'hui, mes parents, ils sont encore, j'y retourne régulièrement, donc je prends le pouls, en quelque sorte, de ce quartier, de cette ville. Mais de mes souvenirs d'enfance et d'adolescence, les Tarterets, c'était génial. Le sport à outrance, les amis, pas de téléphone, donc tu parles avec les gens, tard le soir, t'es assis sur des chaises ou sur un fauteuil ou au stop, le bâtiment du stop en bas, je sais pas qui regardera le reportage, mais le stop au Tarterets, c'est un endroit qui est connu. Mais moi, j'allais de quartier en quartier, à Montconseil, à la Nacelle, partout, j'ai jamais eu de problème. C'est-à-dire que Corbeil était un village, les Tarterets étaient un village dans le village, mais il y avait... Les populations échangeaient, vraiment. Les grands frères du quartier, quel que soit le quartier où tu allais, on communiquait ensemble. Ça, c'est le premier truc que j'ai envie de dire, parce que c'est ultra important. Peut-être qu'on fera le parallèle avec aujourd'hui, sans être pour autant sans faire de la sociologie de comptoir, mais ça m'a construit, ça m'a fait... Vraiment, ça m'a... Intérieurement, c'est comme ça que je percevais les relations entre les hommes, entre les gens. Une anecdote toute simple. Moi, j'allais faire mes devoirs chez monsieur au 10e étage. Un mec originaire du Limousin qui m'aidait à faire des maths, je crois. C'était en maths, j'étais un peu chim. Et il m'aidait à faire des maths. Et parfois, il me servait un goûter ou un chocolat chaud. Et c'était donc un mec du Limousin, un vrai franchouillard. Mais c'était génial. Puis après, il y avait la famille au 7e étage. Confession judaïque, des juifs qui habitaient au 7e étage, avec qui je m'entendais. Je donne des noms, peut-être qu'il ne faut pas le faire. T'en avais d'autres au 9e. T'avais des musulmans, t'avais les Indiens, t'avais des Haïtiens au 15e. En fait,
il y avait, je te répète, hein, ce village-là, il m'a vraiment construit intérieurement. Je me suis dit, le vivre ensemble ou le vivre à côté, c'est un truc qui est possible en fait. Tout se fait en bonne intelligence. Voilà. Je rencontre le basket vers mes 16-17 ans. Je deviens mordu de ce sport-là, dingue. L'école, j'ai un cursus normal, quoi. J'ai jamais eu de grosse claque avec l'école, mais j'étais pas extraordinaire, quoi. Je crois que j'avais un peu un poil dans la main et je savais pas trop où je voulais aller. Mais quand j'arrive au lycée, et là je comprends qu'il y a des choses qui jouent quand même, que mon avenir, je suis vraiment en train de le construire, je me dirige vers un cursus de comptable en faisant du basket en parallèle. J'ai été plusieurs fois sélectionné de l'Essonne d'ailleurs. Et puis j'avais un assez bon niveau. Et donc voilà, j'essaie de jongler entre les deux. Et pareil pour ma vie de famille. En tant que fils, voilà, t'as des obligations, t'as des droits et des devoirs. Mais j'arrive à jongler avec les deux et je me dirige vers de la comptabilité. Je fais un BTS de compta, un DECF, c'est Bac+4 de comptabilité. Et après, se pose la question de qu'est-ce que je fais ensuite? Est-ce que je me dirige vers l'expertise comptable? Ou est-ce que j'arrête? Ou est-ce que je fais autre chose? Ou est-ce que je rentre dans la vie active? Et j'ai arrêté en fait. J'ai tout plaqué parce que je me suis rendu compte que de bosser dans le tertiaire et d'avoir la vie d'un expert comptable, ça m'intéressait pas. Et pourtant, j'avais un oncle qui me prenait en cabinet d'expertise comptable. Il m'a dit, quand tu arrives au bout de ton cursus, si tu as besoin de ton stage de 3 ans en cabinet d'expertise comptable, je te prends direct. Je te forme, tu verras. Tu vas palper grave. Mais quand je regardais sa vie, je me suis dit, putain, ça m'intéresse peut-être pas de commencer tôt et de rentrer tard, d'avoir des piles de dossiers sur le bureau, la photo de ton chien, de ta femme et de ta famille, de rouler en bima, ok, c'est cool, d'accord. D'avoir un costard tout le temps, ouais, ça me plaisait un peu moins. Mais la réalité de son travail me plaisait moins. Parce que tu vois pas grandir tes enfants quand t'es expert comptable. Tu bosses du lundi au... J'allais faire une Niska, du lundi au lundi. tu bosses du lundi au samedi. Le samedi, jusqu'à 13h, il était au taf. Ouais. 13h, t'as des clients. Donc quand tu vas les voir, des fois, ça dure. Ouais. Et parallèlement, je faisais de l'animation pour faire un peu d'argent de poche. Ouais. Et ben voilà, je me suis dit, tiens, les enfants, ça me plaît bien. Qu'est-ce que je pourrais trouver comme métier qui concourt à la construction d'un être, d'un enfant, qui l'éveille à la culture, aux enseignements, aux apprentissages, forcément. Mais de me dire que je participerais de loin ou de près à ce qu'un enfant grandisse, se construise et devienne un citoyen, ne serait-ce qu'apprendre à lire, cette idée-là me plaisait. En fait, c'est se rendre utile, quoi. Bourdieu, le sociologue, il résume bien ça. Et je te fais une anecdote, je te donne un exemple. Juste hier, j'ai été amené à rencontrer des types pour un projet. Et c'est une association kabyle qui est sur le secteur d'Evry, qui est dans le coin, qui fait et de la musique et des actions culturelles et sociales, etc. Et il y a un des responsables associatifs qui me regarde avec insistance et je me dis, mais ce visage-là, je le connais. Je sais pas d'où, mais je connais ce mec. Et on parle, on discute avec son collègue, etc. Et à un moment donné, tac, le mec il me dit, ça y est, je sais d'où je te connais. T'as été l'enseignant de ma fille. Et c'était une de mes élèves préférées en plus. Une petite à qui j'ai appris à lire en CP. Elle a 24 ans aujourd'hui, elle taffe chez LVMH. Et elle a, tu t'imagines le level? Ouais. Et elle a un taf à responsabilité. Ah bah tu vois, là je t'en parle, j'ai des frissons. Je lui ai dit, donc franchement, on était contents, on était heureux, le mec Toub, c'est ouf. Et il me dit, et après je me suis dit, peut-être qu'il a raison, si ma fille elle est chez LVMH aujourd'hui, moi je pense que vous êtes pour quelque chose. Parce qu'il m'a ressorti des trucs que je disais aux élèves, que même moi j'avais oublié. Je me suis dit, ouais, j'ai bien fait, en fait. Donc, je suis content d'être enseignant plutôt que d'être expert comptable. Bon, je ne roulerai pas dans un Touran tout claqué, 310 km, et chaque fois que je démarre, c'est chaud. Je me dis, est-ce qu'elle va partir ou pas, la voiture? Est-ce qu'elle va se casser ou pas? Mais, non, Farhan, j'ai une vie de privilégié, je kiffe. Donc, en tout cas, après l'expertise comptable, quand j'ai laissé tout ça, je me suis dirigé vers l'enseignement, IUFM d'Étiole, formation d'enseignant. Et voilà quoi, j'ai enseigné donc Rectifie pendant 14-15 ans, et là depuis 4 ans, je suis directeur. Donc ça fait 20 ans que je suis dans l'enseignement, et avant ça j'ai fait le Pionica. Voilà, grosso modo c'est un peu le parcours, un peu le chemin. Franchement, parcours très intéressant. Merci de nous avoir fait un très très bon résumé de toute l'étape enfance jusqu'à l'étape aujourd'hui. C'est incroyable de voir comme quoi en fait
bah, tu as vraiment résumé tout ce qu'il fallait, tu as vraiment mis les mots et tu as vraiment mis des images Mm. sur ce qui fait que tu es aujourd'hui, comment tu es aujourd'hui. Et c'est beau à voir. Merci. Là, tout à l'heure, tu as parlé de l'élève de 24 ans Ouais. aujourd'hui, que tu avais du coup il y a 20 ans. Ouais, un peu moins de 20 Ouais, ans. un peu moins de 20 ans. Ouais. Là, comme tu as dit, c'était une anecdote de ouf, mais est-ce que ça t'arrive par exemple souvent de recroiser des anciens élèves qui aujourd'hui sont un peu plus âgés et qui justement disent que c'est grâce à toi ou pas forcément? Mais est-ce que ça t'arrive d'en recroiser? Ouais, j'en recroise beaucoup parce que, tu vois, j'ai pas changé. Moi, je suis toujours à Georges Lapierre. Ouais. Je suis directeur maintenant de l'école. Euh, et certains habitent toujours dans les parages, donc ils passent devant le portail. Je prends toujours le temps avec eux. Qu'est-ce que tu fais? T'en es où? Et je leur dis, tu reviens dans cette école quand tu veux. Si tu veux visiter l'école et te rappeler des souvenirs, t'es chez toi ici. Passe, tu me préviens, tu passes. Il y a le plan Vigipirate, mais Ouais. on va s'arranger. Et il y a les élèves qu'on a pu aider, et des élèves, je dis on parce que je suis pas tout seul. Ouais. J'ai été enseignant 1 an, 1 année avec eux, donc 1 an tu poses une pierre. Mais après il y a ceux qui suivent, CE2, CM1, CM2, etc. Donc je me prends pas pour ce que je suis pas non plus. Je suis un maillon d'une chaîne. J'ai participé à ce que cet enfant peut-être réussisse. Mais il y a tous ceux qu'on a brisés aussi. Et cela, faut pas les oublier. Effectivement, moi, je suis tombé face à des élèves qui m'ont dit, ouais, vous avez eu des punitions qui étaient très dures. Il y a pas longtemps, j'ai eu 1 an ou 2, j'ai un ami qui me disait que son fils qui était passé par ma classe, euh, il avait hyper mal vécu son année. Parce que j'avais été trop exigeant avec lui. J'ai mal dosé mon exigence parce que, et je le reconnais, parce que moi, je veux pousser mes élèves à réussir, mais il y en a certains, ils ne sont pas en capacité d'encaisser ça. Il y en a, il faut enseigner différemment avec eux. Et le daron en question, il me déteste. C'est-à-dire, il habite Évry et quand on se croise, il serre les dents. Je l'ai appris récemment. Et mon pote me disait, tu veux que j'organise un rendez-vous entre vous? Je fais, écoute, moi, je suis prêt à le rencontrer, mais bon, c'est bon, la prescription, c'est trop tard. Apparemment, j'ai abîmé son enfant. Voilà, donc je minimise pas le fait que Ça peut avoir des dégâts. ça peut avoir des dégâts sur un enfant. Attention, je violente pas, etc. Bien sûr. Mais pousser à l'extrême quand tu es exigeant avec un enfant, peut-être qu'il a envie d'autre chose, lui. Eh ben lui, en l'occurrence, il avait envie d'autre chose. Donc voilà, je croise des élèves la grande majorité me disent merci, monsieur Givonou. Mais je n'oublie pas, je n'omets pas le fait que il y en a cachés à qui j'ai pas fait du bien, avec qui c'est pas passé, avec qui, monsieur Givonou, ouais, non, c'était insignifiant. C'est le métier, il faut l'accepter, c'est la règle du jeu, c'est comme ça. Et tu le vis comment ça au quotidien de te dire que ouais, il y a du bon, mais il y a aussi des personnes, justement comme tu as dit que tu as pu briser, comment tu le vis? Est-ce que, comme tu as dit, tu l'acceptes vraiment assez, pas facilement, mais est-ce que tu l'acceptes bien ou tu te dis ah ouais, comment faire pour que ça ne se reproduise pas? Ou tu te dis, en fait dans tous les cas, moi Ouais, je suis comme je suis, ouais. je fais comme je Non, veux, je fais au mieux, mais derrière, dans tous les cas, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. C'est humain. franchement, Farhan, c'est douloureux. Ouais. On parle pas d'une facture et d'un papier que tu fais quand tu es comptable. D'un truc que tu as raté et que tu ratures, tu mets du blanc. On parle d'un être humain. Donc, je peux pas te dire, ah, c'est pas grave, on pourra pas me changer, tant pis, c'est comme ça. Et l'année prochaine, il y aura un autre enseignant, tout ira bien. Non, non, non. Moi, quand il m'a annoncé le truc, là, mon gars, là, ça m'a meurtri. Vraiment, ça m'a fait du mal. Mais c'est humain, il faut accepter la règle du jeu. On a affaire à des êtres humains. Un être humain, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait d'expérience, qui a des émotions. C'est quelqu'un qui... C'est un être qui récupère ce que son interlocuteur lui donne avec sa sensibilité à lui. T'as ceux qui sont déter, ouais, monsieur Duvonnet, il me motive, c'est trop bien, je vais y arriver et tout. Et t'as d'autres qui disent, mais il me casse la tête, qu'est-ce qu'il veut? Moi, je veux pas de ça, moi, je veux dessiner de 8h30 du matin à... Pourquoi il me casse la tête pour que je finisse cet exercice A, B, C, D en conjugaison? Ouais. Donc, tu vois, ça, cette dimension humaine, cette sensibilité-là, qui fait qu'on est des êtres humains, tu peux pas la mettre de côté. Tu peux pas dire ça n'existe pas. Donc, ce que ça me fait pour te répondre, ouais, ça me fait du mal quand même. Et je me dis comment je peux me rattraper différemment. Bon, voilà, je prends cette information, cette expérience, et pour la suite, ça me sert. Par exemple, je te donne un exemple tout simple. Là, je suis directeur. Je suis plus devant les élèves. Je suis déchargé à 100%. C'est-à-dire que je suis
beaucoup dans mon bureau, beaucoup à l'inspection, beaucoup à la mairie, beaucoup avec les parents, etc. C'est un travail qui est très administratif. Donc je suis plus trop en contact des élèves. Mais le matin, l'après-midi, quand je fais le portail, quand je suis dans les couloirs, quand je vais dans la récréation, quand je croise un élève, je me dis à chaque fois, Michel, tu vas peut-être lui dire 2 phrases à cet enfant-là, dans la journée. Tu n'auras pas une discussion avec lui longue, mais il faut que ce que tu vas lui dire, l'attention que tu vas lui porter, ce soit impactant. Ah, ton lacet, il est défait. Montre-moi comment tu le fais, ton lacet. Ah, comment ça va ce matin? T'étais malade hier, ça va mieux la tête? Ok. Ah, les devoirs, t'as revu tes tables? Parce que j'ai vu la dernière fois que quand je suis passé à l'étude, tu les connaissais pas très bien. Plein de petites punchlines qui montrent que tu prêtes de l'attention à ces enfants. Mais des phrases comme ça, j'en ai 1 milliard. Il faut qu'ils sachent qu'ils comptent pour nous. Et ça, c'est ce que je m'obstine à faire du haut de ma fonction de directeur. Je les vois pas beaucoup, mais quand je les vois, il faut que ce soit impactant. Des fois, tu fais les gros yeux parce qu'il se passe un truc, tu remets l'église au milieu du village. Et puis des fois, c'est non, quand il a fait un effort de ouf ou tu sens qu'il y a une progression, tu félicites. C'est rien, mais c'est beaucoup. Parce qu'ils savent qu'en tant que directeur, ils ne te voient pas souvent. Et que si tu as remarqué ça, c'est que tu les considères. Voilà. C'est toujours intéressant d'avoir le témoignage d'un enseignant parce que on est tous passés par cette case-là, tous ceux qui ont la chance d'étudier. Et souvent, par moment, bah là on grandit, ça va un peu mieux, mais par moment, bien sûr qu'il y a des élèves qui ont la haine contre leurs profs, d'autres qui aiment beaucoup leurs profs. Et c'est intéressant en fait d'avoir l'autre point de vue, de se dire qu'en fait, peu importe ce qui se passe, derrière ça, il y a quand même un humain. C'est pas qu'un directeur, c'est pas qu'un adulte qui gère tout, ça reste un humain avec des sentiments. Et moi, c'est là que je me dis, toi, vu comment tu nous le ramènes et vu comment tu as dit, il y a des élèves aujourd'hui qui, voilà, pour qui t'as réellement apporté, je me dis, on peut quand même te caser comme bon prof. Après, moi, je sais pas, je t'ai jamais eu, tu vois. Mais le fait est que je me dis, attends, non, en fait, il néglige tout ça, toutes ces étapes-là. Attends, il y a une grande partie, malheureusement, qui néglige ça, parce que forcément, bien sûr, c'est pas facile, mais comme quoi, il faut vraiment avoir les épaules solides pour ce métier-là, quand même. Et malheureusement, en fait, si tu les as pas assez, ou si à un moment où tu craques vis-à-vis de ce qui se passe dans ta vie, bah, ça a des grosses répercussions. Comme tu as dit, c'est pas un papier, c'est pas une facture, c'est un humain. C'est un humain. Farhan, tu sais, si je peux me permettre, je continue. Ouais, vas-y. Tu iras voir sur Internet, tu vérifieras mes dires. Dans la quasi-totalité des pays sur la surface du globe, l'éducation, c'est le premier budget de l'État, avec la défense. Premier ou deuxième. Ce qui fait une nation, ce qui émancipe un être humain, ce qui le fait devenir qui il a envie de devenir, c'est l'instruction et c'est l'éducation. Imagine l'impact que les enseignants, ils ont. Je prends un autre angle de vue. Je me décale complètement. Je crois que tu es de confession musulmane. Ouais. Ok. Les savants, les enseignants, ils ont un statut particulier. Bien sûr. Ils sont pas loin du prophète. De pas ce qu'ils prodiguent et de pas ce qu'ils donnent, de pas ce qu'ils élèvent. Quand je dis ils sont pas loin du prophète, C'est parce que ouais, ça va être ses paroles. c'est Ça va être le message que lui il aura transmis. ouais, Et ça va être. C'est la base, quoi. On part de ce point de départ. la transmission. C'est ça. C'est en ça que je dis qu'ils sont pas loin du prophète. Après, dans le livre, tu connais mieux que moi. Moi, je ne connais pas plus. C'est pas rien, ça. D'avoir ce métier-là, de transmettre, de donner envie, de nourrir un petit être et de le faire grandir. Tu construis une nation, tu construis un être humain. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre ça très au sérieux, même si les conditions sont de plus en plus compliquées. Il ne faut pas nier. Mais moi, je prends encore ce métier-là et cette mission-là avec toute la pesanteur que ça a et toute la gravité que ça a. C'est sérieux être enseignant. C'est sérieux de donner de l'attention à un enfant. Apprendre à lire. Quand un enfant il apprend à lire, le monde lui est ouvert. Quand tu sais lire, quand tu sais décrypter et décoder ces petits caractères et que tu arrives à mettre du sens et à comprendre ce que tu lis, ça y est. C'est la première porte, l'une des premières portes qui te permet d'appréhender le monde qui est autour de soi. Tu as ton corps qui te permet d'apprendre à marcher, de bouger, de sauter, de ne pas tomber, etc., de te déplacer. Mais au niveau des apprentissages, dans la tête, mentalement, ce qui t'ouvre le monde, c'est l'apprentissage pour moi, hein, c'est l'apprentissage de la lecture. Tout ce que ça apporte, parce que je leur demande au CP quand je les avais, ouais, lire, ça sert à quoi? Ils te font une liste, mon frère.
tu flippes. Et les enfants qui sont pas encore pervertis, eux, la liste, elle est très longue. Ils comprennent que quand tu sais lire, tu peux faire tout, absolument tout. Une recette pour un gâteau, te diriger en voiture quand tu cherches une direction, lire une carte, lire une histoire, forcément, rêver, expliquer les choses, apprendre, comprendre. Quand tu sais lire, tu peux tout faire. Toi, je te fais débarquer dans un bled où tu ne connais pas la langue. En Asie, par exemple, en Chine ou au Japon, les caractères, tu sais pas ce que ça veut dire. Si tu apprends à lire le chinois, tu peux vivre dans ce pays. Ça y est. C'est vrai. Mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas rien. C'est très puissant. La lecture, l'apprentissage de la lecture, c'est très puissant. Et je te passe tout le reste. Hein. Il y a plein de choses que je te dis pas. Là, c'est les lectures d'enfants, les 10 exemples. Mais en tant qu'adulte, exactement, calculer, etc. Mais en tant qu'adulte, la lecture, c'est une arme incroyable. Rédiger un discours. Toi et moi, on sait ce que c'est que la puissance de la parole. Là, tu fais un podcast. Tu m'interviews. En même temps que tu m'écoutes, tu élabores ta pensée, tu comprends ce que je suis en train de te dire, tu rebondis sur autre chose, ça passe par là, et après, tu poses ta question. Il y a un feedback, il y a quelque chose. Mais ça, c'est... On lit pour écrire, on écrit pour lire. Tu sais, c'est un jeu entre les deux. Et on dialogue, exactement. Les trois se nourrissent comme ça. Mais si t'as pas ça, imagine ceux qui débarquent dans ce pays, qui n'ont pas ça, qui n'ont pas le code, qui n'ont pas la langue. T'imagines comment c'est compliqué? Donc, je suis un fervent défenseur de... si t'es enseignant et ce métier il est important pour toi, fais-le bien, frère. Prends pas les enfants et les familles pour de la merde. Considère ces gens-là. Aie de la considération pour ce travail qui est hautement important et utile. Voilà. Je me suis un peu étendu là-dessus, mais c'était important. C'est bien de le souligner, parce qu'en vrai, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est des choses basiques qui font qu'aujourd'hui, on peut faire énormément de choses. Ça passe par la lecture, ça passe par l'écriture, ça passe par la parole. Et en même temps, ça nous amène à nous remettre en question par rapport à peut-être les anciens, comme on dit, par rapport au fait qu'ils sont arrivés justement dans un bled, enfin en France, ici, là, enfin ils sont arrivés sans parler la langue, sans savoir écrire, il y en a pour qui c'est encore compliqué. Et ouais, comme quoi en fait, t'as l'impression de ne pas avoir tes repères, et ça fait aussi que tu peux aussi manquer de confiance en toi, forcément. Tu te dis que bah, t'as pas le même niveau que les autres, t'as l'impression d'être perdu par moment, et forcément ça crée du doute. Pour l'estime de soi, Ouais, bien sûr, c'est ça. Tout à l'heure, tu évoquais un peu aussi... Enfin, moi, j'aimerais bien aussi avoir ton avis sur l'éducation nationale. Enfin, ça veut dire aujourd'hui, toi, comme tu as été prof pendant 20 ans et là, tu es directeur depuis 4 ans, je me dis, c'est quoi en fait ta vision des choses sur ce système-là? Est-ce que, en gros, je vais te poser la question simplement, là, nous, on passe par la maternelle, la primaire, le collège, le lycée. En gros, tu as un système qui est fait pour que voilà, tu évolues comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que ce système, il est vraiment efficace? Je dis pas que ça sert à rien, mais est-ce que tu trouves qu'il est vraiment efficace? Et est-ce que ça serait la meilleure manière d'enseigner, tout simplement? Et si c'est pas la meilleure des manières, est-ce que toi, dans ta tête, tu as déjà réfléchi à ça? Et tu t'es dit, non, faut pas faire ça, faut faire ça. Alors, il y a un truc dans l'éducation nationale, c'est quand tu parles de ton boulot, c'est bien de parler de ton boulot en bien. C'est-à-dire que si je réponds à un journaliste, par exemple, c'est pas dit comme ça dans les textes, hein, mais c'est bien que je brosse la machine dans le sens du poil, quoi. Dès que tu commences à la critiquer et que t'es dedans en plus, c'est un peu mal vu. Mais je vais te répondre. Je pense que la machine, elle a du mal à s'adapter avec l'air du temps. C'est-à-dire que les classements, tu regardes le classement PISA, tu regardes des classements dans les pays dans les pays d'Europe, comment il s'appelle ce classement? OCDE? Je sais plus. On est à la ramasse. On est à la ramasse parce qu'on n'a pas su, à mon sens, prendre en compte les mutations de notre société. Je prends un exemple très simple. On nous dit numérique à outrance. Il faut du numérique, il faut des grands tableaux, des grands ENI à l'école, il faut que les enfants aient des tablettes, etc. Ouais, mais il y a certains pays, ils y sont depuis longtemps. Toi et moi, on sait ce que c'est que la révolution numérique. Il y a eu la révolution industrielle, celle de l'information, mais là, le numérique, ça change absolument tout. Dans 30 piges, des experts nous disent, 30-40 ans, il y aura des métiers dont on n'a même pas conscience là aujourd'hui, qui, grâce au numérique, vont naître, vont arriver. Je dis pas qu'il faut refonder l'éducation nationale, je pense qu'il faut redescendre et aller voir les enseignants. Vous qui prenez la température et le pouls, là, de quoi vous avez besoin? Qu'est-ce que dans telle zone,
Qu'est-ce qui serait pertinent de mettre en place dans telle zone, dans tel endroit? Ils le font. À mon sens, ils le font pas assez. On le fait pas assez. Pour les enfants, d'abord, on fait jamais assez. Donc voilà, il y a la machine d'un côté, il y a les humains qui travaillent de l'autre. Et puis, après, la considération pour le travail, il y a beaucoup d'enseignants qui disent ça. Ils disent, ouais, on n'a pas de considération de la part de notre hiérarchie. J'attends rien de ma hiérarchie. J'attends rien de l'inspectrice, ni du ministre de l'Éducation nationale. Ce que j'attends, c'est de voir briller dans le regard des enfants un truc. Ça, c'est vrai que je l'attends un petit peu. Et j'attends de me dire que quand je prends les cahiers du début d'année, en CP, où ils écrivent gros, c'est pas sur la ligne, c'est de travers. Franchement, c'est Bagdad les cahiers. Et quand je vois ce même cahier en fin d'année, où c'est sur les lignes, les lettres elles sont harmonieuses, où il a fait des efforts, c'est dur d'apprendre à lire. C'est dur d'apprendre à écrire. C'est un exercice qui est contraignant. Se positionner correctement, tenir ton scripteur, avoir le regard qui regarde la lettre, suivre le modèle, avec ton doigt, faire le geste, faire tenir entre les lignes. C'est dur. Apprendre à lire, c'est pareil. Retenir que les lettres, elles ont un nom, mais elles font un son. La lettre A, elle fait le son A. La lettre B, elle fait pas le son B, elle fait le son B. Les assembler ensemble, faire des syllabes, t'astreindre, suivre la séance de lecture, le retravailler à la maison, avoir un appétit pour ça, un goût pour ça. Et après, c'est t'exercer. Comprendre ce que tu dis, l'interroger, voir les images que ça évoque. C'est pas impossible. C'est énormément d'informations. C'est beaucoup de choses. Moi, c'est ça que j'attends. J'attends de me dire que, tiens, dans le regard d'un élève, ou quand tu fais le point avec lui en fin d'année, ou dans le courant de l'année, il comprend qu'il s'est passé un truc. Il comprend que le taf, ça paye, en fait. Et que cette porte que je suis en train d'ouvrir du haut de mon CP, là, c'est la porte de la lecture, c'est quelque chose. Voilà, j'espère que j'ai répondu, mais voilà ce que je peux dire sur la machine. Moi, je voulais rebondir sur tout ce que tu as dit. Moi, je trouve que, ouais, tu as raison dans ce que tu dis, mais il y a quand même, comme tu dis, tu peux te retrouver face à 20, 25 élèves. Ça reste compliqué quand même de s'adapter à chacune des personnes. Bien sûr. Et ce que tu dis, bien évidemment, je pense que c'est une solution qui peut marcher. Mais dans ce cas-là, ça rentre un peu plus dans du cours particulier. Et malheureusement, le temps, il n'y en a pas suffisamment. Je pense que tu t'es forcément posé la question par rapport à ça. Et je me dis, il y a un système, j'ai oublié le nom, c'est un système d'école où justement les enfants, il y a plein de choses devant eux. Et c'est eux qui choisissent. Ouais. J'ai oublié le nom, mais si je me rappelle, je le mettrai à l'écran. Il y a des méthodes actives, pédagogiques, où l'enfant, il est vraiment pleinement acteur de son savoir, il fait des choix. Les écoles, on a ce qu'on appelle des écoles dynamiques. Il y a une nana qui s'appelle Céline Alvarez, qui a été énormément critiquée. Céline Alvarez, elle est partie, je te la fais courte, à la Courneuve. Ouais, il y a une dizaine d'années. Elle a demandé des fonds pour mettre en place une méthode dès la maternelle. Elle dit, voilà, donnez-moi des fonds, laissez-moi expérimenter mon truc en maternelle, moyenne section, grande section, pour travailler avec des élèves. Les résultats qu'elle a eus, au sortir de la grande section, tous les enfants savaient lire, additionner, multiplier et diviser. À la fin de la grande section. À la fin de la grande section. Tu vas sur Internet, tu tapes Céline Alvarez, okay. Courneuve. Okay. Courneuve, je te parle pas du 18e. Hein. Courneuve. Il y a que des Renois, que des Arabes, que des Asiates, que des gens issus de l'immigration. Elle a mis en place sa méthode, elle a observé les enfants. Comment ça fonctionne un enfant? Comment ça expérimente? Comment est-ce que, avec les 25, je fais ma liste de 25, lui, c'est plus un visuel, lui, c'est plus un tactile, lui, c'est plus un... Ok. Comment est-ce qu'avec des observations d'atelier qu'elle a pensé avant, hein, elle n'est pas toute seule, ils sont plusieurs, mais c'est surtout elle qui est au devant. Comment est-ce que elle a mis en place des outils pour que ces enfants-là, quel que soit leur niveau, d'où qu'ils viennent, ils avancent à grande vitesse. Et ils sont capables d'emmagasiner des trucs qu'on fait qu'en CM1 ou qu'en CE2. C'est incroyable. C'est incroyable. Céline Alvarez. Elle est beaucoup critiquée, d'accord ? Alors, elle est critiquable sur certains aspects, mais elle a eu des résultats. Pourquoi on ne fait pas pareil dans toutes les écoles ? Pourquoi on ne sort pas la moula pour... Je sais pas moi. Surtout qu'en vrai, on voit qu'il y a de l'argent qui est injecté dans ça, mais au final, on ne voit pas énormément de différence, quoi. Il y a de plus en plus de classes, au moins en moins de profs. Et ouais. De moins en moins de profs, effectivement. Mais c'est un métier à prendre au sérieux. C'est pas une blague, voilà. Du coup, on a parlé un peu de ton parcours de professeur et tout, mais à côté, tu fais du théâtre aussi, c'est ça ? Ouais. Et t'es quoi exactement, tes profs de théâtre ? Je suis rien.
C'est ça qui est marrant. C'est que j'ai fait du théâtre avec une troupe du côté de Saint-Pierre-du-Perret. Big Up, Théâtre des Jasmins. C'est eux qui m'ont tout appris. Des gens extraordinaires. Des gens différents de moi. Différents de par leur religion, de par leur catégorie socio-professionnelle. Différents de moi, de par leur culture. Et ils m'ont pris sur leur aile en 98. Et voilà, j'ai kiffé. Je me suis dit, mais en fait, ça ne doit pas être réservé qu'à certains. Tout le monde devrait y avoir accès. Et je les ai quittés au bout d'un moment. On en reparlera plus tard. Et là, ce que je fais, c'est que je suis dans la transmission. C'est-à-dire que depuis 2 ans et demi, je propose, je transmets ce que je sais du théâtre. La posture, la voix, le texte à apprendre, comment incarner un rôle, ce qu'on a à dire, l'expression, le souffle. J'apprends tout ça à des jeunes, je transmets ce qu'on m'a appris. Donc je suis pas un prof de théâtre, mais je transmets ce qu'on m'a donné. Je suis un passeur en fait. Je le passe. C'est vrai. Je suis pas comédien, je suis pas intermittent du spectacle. Je suis juste un mec qui a kiffé le théâtre, qui a un petit talent là-dedans. Je dis un petit talent parce que des fois quand tu croises des mecs, tu dis ouais les gars ils sont sur la lune. Mais au moins je me suis donné les moyens d'être bon et de travailler là-dedans, d'être crédible quand je passe sur scène. Voilà. Donc je suis pas prof de théâtre, mais je transmets ce qu'on m'a appris. Toi, d'où t'es venue cette passion, justement surtout que toi, tu viens des Tarterets. Là-bas, c'est pas très théâtre, c'est pas très cinéma. Enfin, on n'est pas trop dans la culture, surtout encore à ton époque. Encore aujourd'hui, ça s'améliore de petit à petit. Mais comment, toi, tu t'es dit, je veux commencer le théâtre? Moi, je me le suis pas dit. C'est quelqu'un qui m'a dit. Je bossais avec un mec, Big Up, Michael Lebaille, en centre de loisirs. C'était en 97, quoi. On fait un centre de loisirs. Et puis, il se rend compte que j'ai un truc avec les enfants. Que j'aime bien me mettre en scène, faire le... Et je savais pas, mais lui, il était donc metteur en scène. Et il me dit, t'as un truc avec les enfants, t'as un truc avec le théâtre. Tu devrais faire du théâtre, en fait. Et je me rappelle, on était dans le bus qui nous ramenait à la base de loisirs d'Étampes, je crois. Ah bon, faire du théâtre, oh, c'est pas trop bon. Si, tu devrais. T'as quelque chose. Vraiment, je te le dis. Et il me dit, un jour, on va monter Othello de Shakespeare, toi et moi. J'en suis persuadé. Mais il me dit ça sur le ton de la rigolade. Mais en fait, il rigolait pas. C'est après que je l'ai appris, moi. Et 5-6 ans plus tard, en 2003, en 97, 6 ans plus tard, on montait Othello de Shakespeare. Je sais pas si tu réalises le gap. Je commence le théâtre, je sais pas ce que c'est que d'apprendre un texte, par cœur. Je sais pas ce que c'est que donner la réplique. Je sais pas ce que c'est que intégrer ses déplacements, en même temps que l'autre te parle, etc. J'apprends tous les codes. Et après, bien sûr, faut travailler. Et ça se fait en 6 ans. En 6 ans, j'apprends tout ça. Donc, je commence par Le Bourgeois Gentilhomme. On fait une pièce qui s'appelle de Molière, Le Bourgeois Gentilhomme. Et je kiffe. Je kiffe les applaudissements. Je kiffe entendre les gens réagir dans la salle. Rigoler ou pleurer, j'en sais rien. Enfin, aussi. En tout cas, tu sens que c'est ce qu'on appelle le spectacle vivant. Ça bouge. Les gens réagissent à ce que tu dis, ce que tu racontes. Et c'est toi, parce que toi, le texte, tu l'as ingurgité, puis tu le donnes avec ton corps. Et il se passe un truc en face. C'est pas un écran, c'est des gens vivants. Et voilà, je tombe dans la potion magique, je tombe amoureux de ce mode d'expression, qui est plus qu'un mode d'expression. Faire du théâtre, c'est, à mon sens, donc se connaître aussi un peu, s'émanciper, et puis c'est donner à voir le monde, dans tous ses aspects. Tu peux avoir une pièce qui traite de la pédophilie, une pièce qui traite d'une histoire d'amour, une pièce qui traite du conflit israélo-palestinien, une pièce qui traite du sport, une pièce... Pardon ? Très vaste. C'est vaste. Et c'est vaste dans les thématiques, c'est vaste dans la géographie. Une pièce libanaise, elle peut se jouer en France. Hein. Une pièce colombienne, elle peut se jouer en France. Bref, tu peux avoir la terre entière sur un plateau. Et forcément, quand on te donne à voir la terre entière, humainement, ça te change. Tu dis, putain, c'est comme ça qu'on vit au Pérou. Ah ouais, d'accord. Une pièce sur la lutte des agriculteurs au fin fond du Pérou. Ou, ah ouais, putain, à l'époque de Shakespeare, c'est comme ça que la campagne dans tel pays des Vénitiens, elle s'est faite, et que Othello, il est rentré, il a tué ça. On te donne à voir le monde, à toutes les époques, et c'est fou. Ah ça, tiens, je suis tombé amoureux de ça, du processus, quand t'apprends à incarner un personnage. Comment est-ce que Othello, l'autre personnage de Shakespeare, comment est-ce qu'il pense ? Comment est-ce que ce gros teubé, qui était amoureux fou de sa femme Desdémone, mais fou d'elle, et elle l'aimait de ouf, comment
il s'est pas dit non, elle peut pas me trahir et me tromper, c'est pas possible. Comment Iago, son capitaine d'armée, son subalterne, parce qu'il avait le seum contre lui, comment il a réussi à rentrer dans sa tête et à le matrixer en mode ah, j'ai trouvé le mouchoir de votre femme dans la chambre d'un des. Comment ben, tu vois tous ces sentiments humains, la trahison, la manipulation, l'amour, tout ça. Ah ben, les auteurs te font ressentir ça. Les grands auteurs, et puis d'autres aussi, te font ressentir ça. Moi, je tombe amoureux de ça. Je me dis, mais je peux être qui je veux, en fait, sur scène. Pourquoi, en fait, tu t'es dirigé plutôt vers le théâtre? Bon, parce que t'as découvert... Basket avant. Hein. Ouais, il y avait le basket. En même temps. Ah, en même temps. Il y a 2-3 ans, j'ai fait les deux en même temps. Ah ouais. T'imagines? Ouais. T'étais chaud. J'étais chaud. T'as toujours été chaud. J'avais des genoux. Tu t'es dit, vas-y, les genoux sont morts, bon, vas-y. J'avais du cardio. Ouais. Là, tu t'es dit, vas-y, c'est mort. C'est bon. C'est bon. Faut que je fasse un choix. Je te jure. Mais je me disais, en fait, comment t'as choisi, justement, en fait, la mise en scène, ça passe par différents trucs. Bah, aujourd'hui, il y a un moyen plus moderne, entre guillemets, le cinéma. Pourquoi tu t'es dit, je veux faire du théâtre et pas, je veux pas devenir acteur, je veux pas faire du cinéma? Pourquoi vraiment tu t'es dit, je vais prendre la voie du théâtre? Ouais, tu sais, moi, j'avais posé cette question. Est-ce que c'est parce que t'étais déjà dedans? Ouais, non, parce que je me sens ultra bien là-dedans. Le théâtre, c'est du sans filet. Tu joues une pièce qui dure 1h30, 1 heure, 2 heures. Si t'es pas bon pendant les 2 heures là, ils vont le ressentir, le public qui est présent, ça pardonne pas. C'est du sans filet. Cinéma, coupé, on la refait. Je bois un coup, je discute un peu, ça va, ouais. On la refait, c'est parti. Tu la rejoues 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Quand il a la bonne, le réalisateur, il dit ok, c'est bon, garde celle-là. Et tu passes à autre chose. Autrement dit, tu as une ceinture de sécurité qui est extraordinaire. Moi, j'aimais bien l'adrénaline du... tu sais quoi, là? On est derrière le rideau, les gens, on les entend. Dans le ventre, il y a un truc qui se passe. Tu commences à avoir la diarrhée. Tu commences à paniquer et tout. Tu commences à stresser. Cette adrénaline-là, c'est... Non, mais c'est... Je te souhaite de le connaître. C'est extraordinaire. Quand tu es venu me voir jouer à Morsan, on était au mois de janvier-février. Il y avait mon père et ma mère dans la salle. Ma pièce, je l'ai jouée 50 fois. Mais là, il y avait mon père et ma mère dans la salle et les jeunes du projet. J'étais comme ça. C'est un bon stress. C'est une bonne angoisse qui ne te fait pas perdre tes moyens. Moi, ça me donne envie de me surpasser et d'éclater encore plus le truc. Après, je ne sais pas ce que ça a donné. Mais ne serait-ce que de me dire, là, il y a 100 personnes qui sont là. Et il n'y a que toi sur scène. Si tu merdes, t'es mort. Donc, tu peux t'en remettre qu'à toi-même. J'adore cette responsabilité-là. J'adore me dire que il n'y a pas de parachute. Tu sautes et tu vas atterrir sur tes jambes. Parce que tu as taffé comme un chien, tu connais toutes tes répliques, parce que ça fait 4, 5, 6 ans que tu es là-dessus, et parce qu'il y a ton père et tes sauces dans la salle. Et tu peux pas te tromper, c'est tout. Tu vois, ça, plutôt que le cinéma, moi, ça me fait kiffer. En vrai, c'est vrai que t'es chaud. Non, mais c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai que être tout seul sur scène, surtout pendant le théâtre, c'est calme. Bon, il y a du rire, il y a des émotions et tout. T'es face au public, t'es pas juste en train de prendre la parole, faut que tu mettes de l'émotion et faire ressentir quelque chose. C'est un challenge. Hein. En live, comme t'as dit, c'est une dinguerie. Parce que moi, comme je suis un peu dans la vidéo et tout, c'est ça, je me suis reconnu un peu dans ce truc-là. Je me dis, vas-y, si à ce moment-là, c'est pas ouf, tu la refais, tu vois. Même si dans mon film, il y a encore bien évidemment, c'est des gens qui étaient pas acteurs. Je me dis, c'est très souvent pour les émotions. T'as pas assez parlé fort, t'as pas assez crié, t'as pas assez fait ça, ou t'as raté ta réplique. C'est vrai qu'au théâtre, t'as pas le droit. Et moi, c'est vrai, quand je suis venu à ta pièce, c'était... c'est vrai que sur le coup, tu regardes, tu dis, c'est de la pratique. Ouais, mais tu peux te louper à tout moment et le stress, il peut revenir et tu te dis, tu perds tes moyens. Mais franchement, ça n'arrivait aucune fois. Et j'aime beaucoup ce truc de confiance en toi. Mais il n'y a pas par moment où t'avais justement un peu peur quand même de... Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es déjà loupé, justement, raconter une anecdote ou non? Ouais, des moments où j'ai oublié un peu mon texte et où j'ai réussi à rebondir. C'est pas arrivé souvent parce que, je te le dis, Farhan, j'ai beaucoup travaillé. T'es comme moi, Farhan. T'es un perfectionniste, t'es un Stakhanovitz. Quand tu fais les choses, tu passes la nuit s'il le faut. Vas-y, fuck. 1 litre de café, c'est quoi, de 22h à 5h du match, je suis dessus. Mon téléphone, il est en mode Saturne, même pas avion, carrément. Il est en mode sur notre planète. Ça, là, j'ai une nuit pour le faire. Là, ce pavé à apprendre, je me donne 3 heures, mais plus rien n'existe autour. Il faut que ce soit là. Donc, beaucoup d'heures de travail.
Et c'est pas fini parce que c'est bien. Et même ça, je me dis, c'est challengeant, franchement. La pièce, je l'ai pondue, on était en 2018, on est en 2024. Entre-temps, j'ai pris l'âge, j'ai pris de l'expérience, j'ai perdu des choses et j'ai gagné des choses. Donc, c'est-à-dire que le texte, je peux plus le dire pareil comme avant. Faut que je le dise et que je le débite avec plus d'expérience. Mon corps, pareil, il faut qu'il habite la scène différemment. Donc, je suis en constante évolution. J'écrirai pas 2 pièces de théâtre. Il y aura que celle-là. Il y aura que le voyage de mon père, mon départ. Mais je vais la limer. C'est-à-dire que je vais le ramener à un tel point à mon sens, de perfection. Quand j'en aurai fini avec, je me dirai, tu sais quoi, je suis allé au bout du bout. Je ne vais pas faire plus. Et je parlais avec Aya Sissoko, qui est une artiste, qui est une ancienne boxeuse, championne de France et aussi activiste, et aussi auteur, qui écrit des bouquins de ouf, qui parle de cette thématique-là, la famille. Son dernier bouquin, il commence en 4e de couverture, derrière par « Je ne suis pas l'enfant de n'importe qui ». Je trouve cette phrase ultra puissante. Elle dit énormément de choses dans notre capacité à regarder derrière nous et à se projeter vers l'avenir. Et Aya me disait qu'elle déteste écrire. Son éditeur lui dit « Ouais, il faut un autre bouquin. » 2 ans après, un autre bouquin. Elle aime pas ça. Elle aime laisser du temps. Je crois pas la trahir en disant ça. Elle m'avait dit dans un café « J'aime laisser du temps entre mes bouquins. » Parce qu'il faut que les choses décantent. Il faut 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Il faut qu'il y ait une maturation de quelque chose avant de passer à autre chose. Et la littérature, c'est d'autant plus vrai. Des mecs qui pondent des bouquins sur commande, ils ont une recette. Ah, les chiffres de vente, ils déchirent. C'est quoi la recette, je l'ai. C'est parti. Mais quand tu es un auteur, que tu as envie d'écrire sur la condition humaine, quand tu veux faire de la littérature, comment t'expliques que Victor Hugo, ses écrits, ils résonnent chez un mec qui est au fin fond de l'Uruguay, ou un mec qui est au fin fond du Tennessee, aux États-Unis, ou un mec qui est au fin fond de la Russie. Comment t'expliques que ce qu'il raconte, son propos, ça résonne chez des personnes qui n'ont pas du tout sa vie, pas du tout sa religion, pas du tout sa catégorie socio-professionnelle, des mecs avec qui il n'a rien en commun presque. Si on a l'humanité en commun, eh ben, tu as des auteurs dans tous les pays qui arrivent à parler à la terre entière avec un truc, avec une œuvre, ou 2 ou 3. Mais Farhan, c'est extraordinaire. Mais vraiment. Il y a un auteur indien. C'est quoi le bouquin ? Sa Majesté des mouches. Tu le connais ce bouquin-là ou pas ? Moi, franchement, niveau bouquin, je connais pas. Ah ben, tu verras. Moi, quand je lis ce bouquin-là, je me dis, merde, tu verras de quoi ça parle. Moi, je suis français d'origine africaine. Le mec, il a 15 000 km, mais il écrit des choses. Je me dis, mais... fort. Et pareil pour plein d'autres auteurs. Je finis sur le théâtre. Voilà, de donner à voir le monde, moi, ça me plaisait. Je parle trop, hein. Non, franchement, c'est... Non, moi, je trouve ça bien, parce que moi, je suis pas du tout calé niveau théâtre, je suis pas du tout calé au niveau des livres. Ouais, mais ça, c'est un piège. Je peux me permettre ou pas ? Ouais. C'est un piège. Ce biais cognitif-là, il est pas bon, je pense. Je vais essayer de le dire très simplement. Tu dis, je suis pas calé niveau théâtre ou niveau... Mais moi aussi, Farhan. Sauf que, et c'est un enseignant qui te parle, on nous a trop mis dans la tête, je dis on, c'est peut-être l'éducation nationale ou d'autres personnes, que il y avait des grands auteurs qu'il fallait lire obligatoirement. Par exemple, moi je revois Germinal en 4e, il faut le lire, etc. C'est un bouquin qui est comme ça. Ou L'Assommoir, c'est des gros bouquins. Ce sont des grandes œuvres littéraires. Mais avant d'acquérir ça, il faut procéder étape par étape. Faut lire des petites œuvres. Et j'estime qu'il y a une progression avant d'acquérir ce qu'on appelle la grande culture avec un grand C. On ne peut pas d'emblée commencer avec des gros pavés qui peuvent te dégoûter de la lecture, ou des films qui sont des classiques dont tu ne comprendras pas les codes et ce qu'il y a eu avant, etc. Je pense et je considère qu'il faut procéder par étapes, et que parfois, il y en a qui, dans le milieu dans lequel ils vivent, si c'est un milieu privilégié, ils vont pouvoir acquérir, de par leur éducation, leur code, leur instruction, acquérir très vite les grandes œuvres cinématographiques, les grandes œuvres littéraires, les grandes œuvres picturales, etc. Oui, il y en a qui vont, parce qu'ils sont nés là-dedans et parce qu'ils ont des parents ou même des percepteurs qui viennent travailler avec eux et qui leur ouvrent ça tout de suite. Mais moi, là d'où je viens, j'ai pas eu ça. Et pourtant, ça m'a pas empêché d'y arriver et d'être encore en chemin. Je suis pas un mec qui lit des bouquins tout le temps, hein. La culture,
Je suis encore en train de me nourrir avec ça. Je connais pas encore tous mes classiques. Je suis en chemin. Mais c'est ça le truc, c'est d'être en chemin. C'est de commencer quelque part. Et ça, s'il n'y a pas ça, par contre, là, c'est terrible. Donc, ceux qui pointeront du doigt, ouais, mais ce que tu dis, c'est de la merde, ce roman-là, ou ce film-là que tu regardes, c'est nul. Non, mais attends, peut-être qu'il est en chemin. Il est en chemin, on va voir. Là, il lit des BD, bientôt ce sera peut-être des essais, après des romans, et après de la littérature. Là, il regarde des séries, mais après cette série, il va faire des références à des classiques, puis il va commencer à regarder les anciens films noirs et blancs, et ainsi de suite. Il va se faire une culture. Il est en chemin. Tu sais quoi, laisse-lui le temps. Si Dieu lui accorde le temps. Mais au moins, il est en chemin. Donc, je vais essayer de résumer. On me l'a dit plusieurs fois. C'est un piège. C'est un piège de se dire, tu dois lire ça tout de suite, maintenant, etc. Non. Mets-les-moi plus tard sur mon chemin, on verra. Mais laisse-moi cheminer, tu sais quoi? J'insiste là-dessus. Vraiment. Mais comment faire si jamais on n'arrive pas justement à se lancer justement dans ces trucs-là? Eh ben, il n'y a pas de recette. Tu me dis comment faire si on n'y arrive pas. Moi, je pense qu'il faut rien forcer déjà. Moi, je pense que si tu forces, c'est... On va faire un minimum de sensibilité quand même. Ah ouais, il faut que toi, tu aies un goût pour quelque chose. Parce que je prends un gosse du 16e et un gosse du quartier. Ok, le gosse du 16e, je répète, il a eu des conditions qui lui ont permis de très vite être sensibilisé à ça et de se découvrir un appétit. Il a un milieu dans lequel il baignait, où tu avais par exemple, on prend le cas des livres, où tu avais des livres partout, de la culture partout, de la littérature partout. Donc forcément, si à la maison, t'as rien sur les murs, et si dans une maison, t'as que une bibliothèque avec des bouquins partout, dans 10 cas sur 8, l'objet livre, tu vas l'aimer, il y a un truc qui va se passer, quoi, tu vois. Mais moi, j'avais pas que ça dans ma famille. Mais on me l'a donné un petit peu, on m'a un petit peu... Mais mon père m'a dit, c'est important que tu lises, j'en suis sûr qu'il y a un truc là-dedans. Voilà, j'ai pas envie. Mais c'est pas ce qui m'a aidé. C'est que quelqu'un m'a dit un jour, pourquoi ça a du sens de lire? Pourquoi c'est important de lire? Qu'est-ce que ça t'ouvre, etc. Et là, j'ai commencé à lire. Mais avant ça, j'ai commencé sur le tard. J'avais 20 ans quand j'ai commencé à vraiment aller à la bibliothèque et commencer à lire des bouquins. C'est vrai. Ok, je suis en chemin. Tu sais quoi? Laisse-moi tranquille. Je suis en chemin. Et aujourd'hui encore, quand je peux arracher du temps, là, par exemple, j'ai un truc, là, tu vois, ça s'appelle Je l'aimais, Anna Gavalda. C'est un truc... Pour beaucoup, ça, c'est pas de la littérature. C'est un petit roman que tu prends comme ça dans les supermarchés, lecture de vacances. Ouais, mais je suis désolé, mais moi, ça me plaît. J'aime bien ce qu'elle raconte. Tant que t'aimes bien, c'est... Eh ouais, c'est d'abord plaisir. Alors, à côté d'Anna Gavalda, je lis aussi de la littérature. De la vraie. C'est-à-dire que celle qui parle au monde entier. Et je suis en train de lire aussi d'autres trucs. Donc voilà, je m'ouvre petit à petit, et l'essentiel, c'est ça. C'est d'être en chemin. Mais moi, je pense que je suis en chemin. C'est bien pour les personnes qui nous regardent, surtout pour les plus jeunes, de se dire que, t'en as, en fait, ils n'arrivent pas à trouver leur voie, t'en as, en fait, ils se sentent qu'ils sont en retard, justement, par rapport à certaines choses. Non, il n'y a pas de retard. Mais ouais, il n'y a pas de retard, c'est un bon truc, un bon message à interpréter. Et merci de nous avoir fait passer ce message-là. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ta pièce de théâtre et d'un projet. Le projet Les Passeurs, du coup. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet? Pas forcément comment il est né et tout, mais pourquoi, en quoi il consiste déjà, et pourquoi surtout est-ce que tu l'as lancé ce projet-là, et pourquoi est-ce que tu l'as fait avec des jeunes? En 2020, j'ai une opportunité de malade, c'est que ma pièce de théâtre, de par un contact que j'avais à la fac des US, la fac de Richmond, big up à eux, big up à Lydia Radi. En 2020, j'ai cette opportunité qui est... C'est même pas une opportunité, pour moi c'est un miracle. J'arrive à aller jouer ma pièce dans une fac américaine. Je te passe plein de détails. Je remporte un franc succès. Ok. Le doyen me dit, si vous êtes prêt à revenir, revenez quand vous voulez jouer votre pièce ici. Ok. Et j'ai un éclair de génie, je lui dis, ok, mais pas tout seul. Pas tout seul. Ça flatte mon ego de traverser l'Atlantique et de jouer dans une fac américaine. Elle est classée 25e, quoi, des facs privées. Elle est prestigieuse, quoi. Et j'ai un éclair de génie, je lui dis, ouais, mais pas tout seul. Je vais revenir avec une équipe. Et moi, je me dis, ce que j'ai vécu, un petit peu du rêve américain, je peux pas le garder que pour moi, en fait. Il faut que je fasse la passe D. Il faut que je fasse la passe D. Et le projet naît comme ça. Comment est-ce que ma pièce, je peux la transformer en outil et la donner et mettre des jeunes autour, sensibiliser à cette pièce, sensibiliser aux questions d'immigration, aux questions de filiation, aux questions de valorisation de leur culture,
et les mettre en regard avec des élèves ricains de l'autre bout de la galaxie. Je me dis, mais moi, c'est ça qui me motive. Tout à l'heure, dans tes projets humanitaires, tu parlais ou tes projets tout court, tu parles de mettre à disposition pour les autres, de faire pour les autres avec les autres. Moi, c'est ça qui me fait kiffer. Et donc, je me suis dit, avec mon équipe, Philocité, Lintaille, créons l'outil. L'outil autour de la pièce, l'outil qui va ramener des jeunes d'ici aux US. Mais c'est pas que ça. Le premier outil, c'est comment la pièce et les thèmes qu'elle porte, comment est-ce que les jeunes s'en accaparent et font le même travail que moi dans leur famille. Comment est-ce que ces jeunes-là vont à la rencontre de leurs parents. Comment est-ce que ces jeunes-là se rendent compte qu'ils ne sont pas l'enfant de n'importe qui. Putain, mais cette phrase-là, elle est importante. Je le répète, vous n'êtes pas l'enfant de n'importe qui. Monsieur Djivonou Yao, né en 1939. Mademoiselle Akosiwa Abi Anani, née le 1er janvier 1947. Ils sont tous les deux nés le 1er janvier. Mais même ça, je pourrais faire un spectacle. Le 1er janvier, c'est pas leur vraie date de naissance. Comment ça se fait qu'ils connaissent pas leur date de naissance? Ce travail d'archéologue, chez nos parents, dans nos familles, c'est un puzzle de mon histoire. C'est un puzzle de qui je suis. C'est un puzzle de, ok, voilà qui je suis, voilà d'où je viens. Qu'est-ce que je vais passer à mes enfants? Qu'est-ce que je leur donne? Ton histoire, c'est ça. T'en fais ce que tu veux. Mais sache que moi, je connais mon histoire. Je connais un peu la tienne aussi, mon fils, ma fille. Je te la donne, je te la transmets. Fais-en ce que tu veux. Donc moi, c'est la volonté de transmettre qui a fait qu'on construise ce projet-là. Et qu'après que ces jeunes aient fait ce travail dans leur famille, il y a eu la cerise sur le gâteau, l'opportunité des US. Et on est parti pour présenter notre travail, être en lien avec des jeunes là-bas sur place et parler de ces thématiques-là. Et je voulais pas, Farhan, repartir tout seul. Elle m'a dit, hein, tu reviens pour la jouer? Non. Je reviens avec un crew, une équipe. Parce que... Tu voulais transmettre ce que toi, t'as vécu. Exactement. Et les passeurs, ils feront pareil. J'en suis sûr que dans la tête des jeunes, là, dans 15-20 ans, déjà, ils s'en rappelleront toute leur vie, je pense. Mais eux aussi, ils vont se dire, vas-y, comment je passe le truc, moi aussi? Je pense que ça commence déjà dès maintenant, de toute façon. Moi-même qui ai fait partie de ce projet-là, ça commence dès maintenant. Là, entre guillemets, avec ce podcast, c'est une sorte de transmission aussi. Exactement. Faire libérer la parole. Merci à toi. Et c'est un peu une suite un peu à ce projet-là, tu vois. Ouais. Là, les gens, peut-être que derrière, en fait, ils s'en rendent pas compte parce que j'en parle pas forcément. Mais moi, quand je fais ce podcast-là aussi, c'est une manière de faire passer des messages, une manière de moi m'accaparer de l'histoire des personnes pour la transmettre aux autres. Ouais. Bien évidemment, chacun parle de ce qu'il veut, quand il veut. Moi, j'invite les personnes, elles viennent pas. Elles parlent de ce qu'elles veulent. Comme toi, en fait, je t'ai laissé parler de tout ça. Tout à l'heure, tu m'as dit, tu parles beaucoup. Non, tu parles pas beaucoup. Pour moi, c'est intéressant en fait de recevoir tout type de personnes et de voir en fait comment est-ce que c'est transmis. Mais je parle parce que je suis à l'aise. Ouais, bien sûr. Parce que ce que tu racontes, ce que tu fais. Déjà, je suis heureux de donner de la force à ton projet parce que c'est pertinent ce que tu fais et parce que tu l'as pensé. En fait, les gens, ils vont voir ton podcast. Ouais. On dit, ouais, ok, c'est un truc, 1 heure, 50 minutes, 1h30, ok, d'accord. Mais ils savent pas tout le travail qu'il y a eu avant. C'est comme pour la pièce de théâtre. Ils me voient jouer pendant 1h15. Mais s'ils savaient les... c'est ça, en fait. Et notre société, l'époque, elle veut qu'il y ait de l'immédiateté, des formats courts, un produit fini qui déchire, qui est bien habillé, etc. Non, mais mec, avant ça, partie émergée de l'iceberg, il y a eu des doutes, des soirées reloues, des larmes, de la sueur, des prises de tête, de l'angoisse, des compétences techniques, des questionnements, des re-questionnements. Et toi, tu vois juste... Ouais, tu vois demi-heure de podcast. Mais non, il y a eu de la préparation avant ça. Donc les passeurs, et je finis là-dessus, pour bien te répondre, c'est donner ce qu'on m'a donné. C'est créer quelque chose et me dire, ça peut servir à certains quand même, j'en suis sûr. Et après, ils en font ce qu'ils veulent. Donc on est très contents parce que ce projet est une grande réussite. Tu en es la preuve vivante. Et c'est pas fini. Parce que même quand une corde, elle est finie, tu prends une autre corde et tu fais un nœud et tu en rallonges une autre. Ouais. Et ainsi de suite. Et moi, je vois notre collaboration, parce que là, je parle vraiment de collaboration. Je vois notre histoire commune. C'est un arbre. Et les racines, là, on sait qu'elles sont balèzes. Il y a les branches qui vont pourrir, qui vont partir, qui veulent plus. Et grand bien, ils vont faire autre chose. Mais par contre, les racines bien ancrées dans le sol qu'on a posé, l'arbre qu'on est en train de construire, il est en train de pousser, les opportunités, elles affluent, elles arrivent. Et
Dans 10 ans, dans 5 ans, tu me réinterviews, tu me refais un podcast. On fera le bilan. Non, mais vraiment, on fera le bilan, tu verras. Il y aura encore eu d'autres trucs de malades. Qui se sont nés de par le projet des passeurs. Je le sais. C'est sûr. Je le sens. Si Dieu nous prête vie encore d'ici là. Après, c'est pas nous qui décidons. C'est que le début. Sachant que le projet, pour ceux qui savent pas, c'était un projet de septembre à juin 2024, là. Septembre 2023, juin 2024. Et on est actuellement en juillet. C'est un projet, du coup, qui a terminé il y a 1 mois à peine. Et justement, on s'est connus via ce projet-là. Et c'est ça, en fait, c'est, comme tu as dit, moi-même, en fait, intérieurement, peut-être que je me rendais pas compte quand j'ai lancé ce podcast-là, mais je t'en parlais un peu depuis quelques temps déjà, tu vois. Je me disais, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie de me lancer, me relancer sur les réseaux, sur TikTok, sur YouTube, etc. et faire passer un message, le ramener d'une autre manière. Parce qu'en fait, je pense que c'est quelque chose que j'aime aussi, c'est parler, c'est échanger, et c'est aussi, en fait, moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est s'ouvrir aux autres. Ça veut dire, en fait, en fait, t'as rien à perdre et tu fais ce que tu veux avec les gens. Ça veut dire, moi, demain, je peux être avec n'importe qui. Je parle de ce que je veux, de ma personne, de quelque chose d'autre, professionnel, personnel, ce que je veux. Et je suis libre de mes choix, en fait, à ce niveau-là. Personne ne peut me forcer à parler de telle ou telle chose et c'est ça qui est bien. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. T'es libre. En fait, moi, quand je ramène les gens sur ce podcast-là, je me dis, ces personnes-là sont libres de parler de ce qu'elles veulent et surtout, en fait, de raconter leur histoire. Et c'est aussi, justement, via ce projet-là, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est important de, comme on dit, libérer la parole. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Je l'ai fait pour moi, de parler avec des gens, échanger. J'ai parlé avec pas mal de personnes. Mais justement, via ce podcast-là, je me dis, notre discussion, elle est naturelle, mais elle est enregistrée. Et cet enregistrement-là, parce qu'à chaque fin de conversation intéressante que j'ai eue et j'en ressors grandi, on va dire, je me dis, mais si je peux le faire partager aux autres, c'est trop bien. Ton travail, il est important, il a du sens parce que des gens vont se reconnaître là-dedans. Et la génération à laquelle tu appartiens, ou l'ère du temps que nous traversons actuellement, c'est celui du numérique, c'est celui des podcasts, c'est celui des petites vidéos, c'est celui de... Je donne à voir des choses qui vont plaire et qui vont faire des vues. Et il y a des personnes connues dans des influenceurs ou dans le monde du cinéma, du sport, qui font des millions de vues et qui parfois ne disent rien d'intéressant. Et c'est vrai. Sauf que, dans la société civile, les gens que tu croises, quand tu vas au taf le matin, dans les transports, avec qui tu fais des projets, peut-être des gens à côté de qui tu es en classe, ils ont des histoires qui sont encore plus proches de la tienne que l'influenceur ou le mec qui est ultra connu que tu as vu sur les réseaux. Non seulement leurs histoires sont proches de la tienne, mais en plus, ils partagent avec toi les mêmes préoccupations. Ils ont les mêmes soucis, la même manière de penser, ça se trouve. En tout cas, on se rapproche plus que de... LeBron James, on n'a rien en commun, lui et moi. Il appartient à des... Enfin, rien en commun. Son train de vie n'a rien à voir avec le mien. Par contre, si toi, on t'interviewe, tes préoccupations, elles sont proches des miennes. Donc, j'ai plus à apprendre de toi qu'à apprendre de LeBron James. En tout cas, dans cette temporalité-là. Moi, je trouve que ce que tu fais et les personnes que tu ramènes ici, ça match. Et il faut que tu continues à le faire. Parce que on a besoin de profils inspirants qui sont à portée de main. Pas qui sont à... Et moi, je pense que dans la société civile, et si après tu veux d'autres personnes, on a un petit réseau pour les faire venir ici, là, sur ton canapé noir. On va t'aider. Mais lâche pas. C'est pas un coup d'épée dans l'eau ce que tu fais. Si tu me dis, ouais, là, je me lance là-dedans, fais-le. Moi, je te lance aussi un défi, je te l'ai répété plusieurs fois, là, c'est enregistré, il y a la caméra. Moi, je suis impatient que tu m'envoies le script et que, en septembre, octobre, que je mette à apprendre mon texte et que je te fasse une passe D encore et que je puisse être un personnage de ton deuxième film, de Talion numéro 2. Parce que c'est pas que te rendre service que de faire ça, c'est parce que j'aime ça. Parce que j'aime, et parce que ça peut être une expérience intéressante, d'être cette fois devant la caméra. Moi, je fais beaucoup de théâtre, mais là, tu me proposes un texte, un personnage. J'ai envie de lui donner de l'épaisseur et de le rendre au service de ton projet. Donc, tu vois, en fait, c'est une cordée. Comme en alpinisme, tu montes, je monte. Tu montes, je monte. Il n'y a personne derrière. Et on avance ensemble. Et on avance ensemble. Voilà. Et quand tu rencontres des personnes comme ça, peu importe l'âge, hein, t'as vu, on a 20 ans d'écart. Hein. Ouais. C'est une donnée, ça. Ça veut rien dire. Il y a des mecs qui étaient plus jeunes que moi, qui m'ont appris la vie sur des trucs de par leur expérience. J'ai besoin de ton expérience, t'as besoin de la mienne, on est une cordée, allons-y.
c'est ce que je dis, c'est ce qui est drôle. C'est que bah, moi, en fait, comme je suis quelqu'un, je veux à droite, à gauche et tout, bah forcément, tu rencontres des personnes de tout âge, tu vas rencontrer des plus jeunes. Bon, comme je suis encore un peu jeune, forcément, ce sera en général des personnes plus âgées. Mais ça qui est marrant, c'est que tu vois vraiment de tout. Et comme quoi, en vrai, l'âge, c'est qu'un chiffre. À partir du moment où tu as un certain niveau de maturité et surtout un certain niveau de, comment dire, quand tu es capable de te créer ta propre opinion, c'est ça que je voulais dire. Ouais, ouais. Pour moi, c'est à partir de ce moment-là, en fait, tu peux échanger avec tout le monde, de tout âge. En fait, à partir du moment où t'es pas trop influençable, mais en même temps, en fait, tu vas prendre le bon dans les paroles des gens, bah, c'est le plus important. Ouais. Moi, je peux échanger avec tout type de personnes, ça me dérangera pas tant que moi, en fait, j'ai mes idées en place et que je suis droit envers moi-même et que j'ai mes principes et mes valeurs et que je les suis, tout simplement. Ouais. Bien évidemment, après, ça change en fonction du temps, mais après, une fois que tu les as, tu les as. Faut essayer de rester fidèle à ça, on en avait déjà parlé. Ouais, on en a parlé. Les valeurs, les principes, c'est quelque chose qui se perd aujourd'hui, mais en avoir, c'est toujours quelque chose qui peut nous lier, même si on n'a pas les mêmes principes ou les mêmes valeurs, dans certains trucs. Moi, Tant que c'est du positif, en fait, tant que la base, elle est là, comme tu as dit, en fait, on peut que se faire évoluer l'un et l'autre. Et c'est pareil pour tout le monde. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je reviens sur l'arbre et sur les principes et les valeurs. Un arbre, il a besoin de se pousser aussi bien sous le sol qu'en prenant la lumière. Et donc, il se développe dans les deux sens, en fait. Plus les racines sont puissantes, plus tu vas galérer pour le faire tomber ou pour le déraciner. Et plus il sera ancré, plus il sera solide, en bonne santé, etc. Moi, je pense qu'on a planté des racines solides. Voilà. Juste pour finir sur le projet, c'est les grandes racines. Et comment est-ce qu'on arrose ça ? Moi, ça m'arrive, des fois, je prends un peu de vos nouvelles de temps en temps, même si je suis plus trop dans le groupe, j'ai besoin de savoir comment vont certains, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur actualité, etc. C'est ça, arroser les racines, c'est avoir une attention. Et toi et moi, on a eu des discussions. Il y a des valeurs sur lesquelles on se rejoint, et d'autres sur lesquelles, moi, j'y suis pas encore. Je sors du chapeau la religion, par exemple. T'as une religion, moi, j'ai pas de religion. Est-ce que ça nous empêche de travailler ensemble ? Est-ce que ça nous empêche de nous entendre ? Est-ce que ça nous empêche même de devenir des bons potes ? J'ai 47, t'as 20 et quelques. Est-ce que ça nous empêche ? Non, parce que je crois que ce qui domine dans ta religion, et moi, ce qui domine dans ma façon de penser, c'est l'humain. Quelle passe je peux lui faire ? J'ai plus à apprendre de lui, on a autant à apprendre l'un de l'autre, plutôt que de se fermer les portes. Ouais. Donc allons-y, si je peux te rendre service, je vais le faire 1000 fois, vraiment. Parce que en plus, ton profil, moi, il me plaît, il m'intéresse, c'est... Ouais, le mec, il a des compétences de ouf, il est déter, avec Ilyes, il forme une équipe incroyable. C'est eux qu'il faut... Et puis tu sais mieux que moi, sur cette terre, on est de passage. Donc, il y a un début, il y a une fin. Ouais. Qu'est-ce que tu mets entre les deux ? C'est important, ce que tu mets entre les deux. Et je dis pas ça qu'au regard de la religion, je dis vraiment ça au regard de l'expérience de vie. Voilà. Si on se retrouve après, c'est bien, c'est mieux. Mais là, en attendant, on est là. Et tu sais quoi, facilitons-nous la tâche, faisons les choses ensemble. Comment je vois l'humanité, je me dis, il y a des choses que je peux pas faire. J'ai pas eu besoin de religion pour ça. Mais peut-être que dans 5 piges, tu vas me refaire un podcast, je vais dire, tu sais quoi, je me suis converti. Ou j'ai fait ci, ou j'ai fait... J'en sais rien. Ah, bien sûr, on sait pas. On sait pas. Ouais. T'avais pas peur de prendre des jeunes et que ça parle à personne, ce projet ? Sachant que ça parlait au début, moi qui a fait partie de ce projet, comme on te l'a un peu tous dit, c'était un peu flou. Parler d'identité et de transmission à des jeunes qui n'ont pas forcément l'habitude de s'ouvrir, de parler et tout. Non, j'ai pas eu peur. Franchement, je te réponds d'emblée. Je me suis dit, la jeunesse qu'on a là, elle est... vous allez tous nous déclasser. Vous avez les outils pour tout niquer, en fait. C'est-à-dire que là, avec Internet, le numérique, les moyens de communication, les réseaux, si les jeunes là, ils veulent faire un boycott d'une marque, 3 messages, 1 heure, à l'échelle de la planète, la valeur boursière d'une association, d'une société, elle peut pas chuter. Mais tu vois ce que je veux dire ? Je me dis, mais la vitesse d'information et la cohésion de cette jeunesse mondiale, elle se fait en 2 clics. Alors que moi, à mon époque, Internet, un mail, ils sont d'accord ? Non, t'es pas sûr ? Peut-être, on verra. Un autre mail, un autre... Mais ça met des mois pour qu'il y ait une convergence des luttes. Ça met du temps. Là, si vous êtes bien câblés, si vous vous nourrissez ensemble, vous pouvez faire une révolution
en 1 heure. Juste ça, cet exemple-là. Ça change, pour moi, ça change absolument tout. Donc, je me disais, tu sais quoi, cette jeunesse-là, ils sont meilleurs que nous. Ils connaissent mieux que nous. Je parle que des réseaux essentiellement. On a une expérience que eux n'ont pas quand même. On va juste les pousser un peu et leur dire, ouais, fais gaffe quand même à ce piège-là, à celui-là et à celui-là, parce que nous, d'où on vient, même si on n'a pas pris l'ascenseur comme vous, on a pris les escaliers, on sait que des fois, il y a des étages, c'est un peu chelou. Moi, je pense que vous avez toutes les armes. J'ai eu aucune peur, aucune appréhension. Je savais à qui j'avais affaire pour le projet. Les 14 membres, je savais qui j'avais affaire. Les 14. Quand on a fait la sélection, etc., j'ai su qui était qui. Ça, c'est confirmé. Il y a eu une surprise ou deux, mais je savais ce qui je prenais. Mais j'avais pleine confiance en vous. Pas de doute. Aujourd'hui, j'avais une question pour Michel. Michel. C'est Moi, ça. Michel. Pour Michel. Ok. Dans toute ta vie, tu as mené beaucoup de projets en tant que prof, en tant que mec qui fait du théâtre, en tant que mec qui mène des projets. Mais comment est-ce que tu as construit cette discipline, en fait? Parce que tu as bossé, et tu bosses toujours pour faire ce que tu fais. Mais comment est-ce que tu as fait pour justement construire cette discipline-là? Alors, la première chose je parle que de moi, donc là c'est moi, c'est que j'ai écouté ma petite voix. Moi, je suis né au Tarteret. On parle du théâtre. Je me rappelle quand j'ai joué Le Bourgeois Gentilhomme, en 98, j'ai dit aux mecs, à mes potes, hey, je joue au théâtre, je fais une pièce à Saint-Pierre-du-Perret, venez me voir. Comment ils ont rigolé. Barre de rire pendant 10 minutes. C'est quoi cette histoire? Ça enfle. Mais, Farhan, j'ai dit fuck, ça me plaît, je vais le faire. Avec ou sans vous, moi ça me parle, je vais le faire. L'étape préalable à tout, écoute-toi. C'est pas une mentalité de quartier ou d'autre chose qui va te dire que devenir. Autodéterminisme. Le théâtre, ça me plaît. C'est pas un truc de mec des quartiers. Ouais, mais ça me plaît. Et tu sais quoi, je vais le faire. Vous là, vous êtes mes copains, ok, on s'entend bien, mais moi je pense que c'est trop tôt, vous prenez celle-là. Première chose, c'est autodéterminisme. Ça me plaît, j'écoute ma voix. Après, la discipline, elle vient toute seule. Moi, le théâtre, ça n'a pas été d'apprendre mon texte. Je reviens sur Othello de Shakespeare. Si tu peux, dans une librairie un jour, tu vas coin théâtre, je pourrais avoir Othello de Shakespeare, tu regarde les textes et les répliques. C'est un dictionnaire que j'avais à apprendre par cœur. Mais franchement, même quand j'y repense maintenant, je me dis, mais comment j'ai fait pour emmagasiner toutes ces répliques? Comment c'est... Moi qui n'ai pas l'habitude des poésies, d'apprendre des trucs par cœur, comment j'ai fait? Ben, j'ai compris. C'est parce que j'étais déter. Parce que je kiffais ce que je faisais. Il y avait une notion qui était autre que le travail. C'était un plaisir pour moi. Et surtout, ce que je défendais, ce que j'incarnais, c'était... Et c'est comme ça que c'est venu. Donc ça, t'as la passion qui guide, t'as la petite voix que t'écoutes qui guide. Et puis t'as d'autres trucs où là, c'est... Ce qui te discipline, c'est le sens que tu mets à ça. Le sens que je mets à la pièce de théâtre, c'est que je vais la donner à voir à des gens, ils vont peut-être se reconnaître, on va peut-être faire un projet, et ainsi de suite. Et ils vont faire d'autres projets, et d'autres trucs, et ça va révéler quelque chose chez eux, quelque chose dans leur famille, peut-être qu'ils vont se remettre à parler avec leurs enfants, avec leurs parents, etc. Et t'imagines l'impact que ça peut avoir? C'est comme quand tu jettes une pierre au milieu d'un lac, et ça fait une onde, et ça, c'est pas négligeable quand même. Donc, quand tu mets du sens à ça, et l'impact que ça peut avoir, tu taffes. Ah ouais, t'es content. Ça vaut le coup, j'y vais. Vas-y. Ça, c'est un kiff, ça, de pouvoir faire des choses qu'on aime. Comme moi, à chaque fois que je fais quelque chose, et par exemple, j'étais en terminale au moment où j'avais 16-17 ans quand j'ai lancé ma première série sur YouTube, mais pareil, je kiffais. Même si aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, ah ouais, mais je kiffe. Et même si je poste pas, il y a plein de trucs que j'ai pas posté. Et franchement, je me reconnais dans ce que tu dis, et c'est un bon message de motivation. Et j'avais reçu justement quelqu'un aussi qui parlait de ça. Ouais. Qu'en fait, la discipline, en fait, ça vient tout seul après la motivation qui, elle, naît du plaisir, de l'adhérence. Il parlait de ça. Et c'est une autre question pour Michel. Une question un peu plus peut-être de vie. Aujourd'hui, tu as 47 ans. Est-ce que tu as des regrets dans la vie? Non. Non. Je t'ai répondu direct. Ouais. Non. Je vais te répondre d'abord d'un point de vue spirituel. Ma vie, c'est un cadeau. Enfin, il y a plein de cases que j'ai cochées.
Là, je suis encore en train de cocher d'autres cases que c'est même pas prévu. Tu vois, ma vie, c'est un cadeau. Mon père, ma mère sont encore en vie à côté de moi. J'ai 47 ans. J'ai combien de potes à moi de ma génération ça, il y en a un des deux qui est parti, ou les deux. J'ai 3 enfants en bonne santé, qui sont à peu près bien dans leur peau, qui vivent bien. Il y en a une que tu connais bien. Ma vie de famille, mon épouse, le travail. Le matin, quand je me... J'allais dire le matin quand je me lève... mais ma phrase, elle s'arrête ici. Le matin, je me lève. Le matin, j'ouvre les yeux. Ah, je suis encore en vie. Je me lève. Ah, je suis debout. Ok, une nouvelle journée commence. On me donne une nouvelle journée. J'ai des cousins qui appellent sur mon WhatsApp, qui m'envoient des messages. Des cousins que je connais pas. Ouais, ce mois-ci, cette semaine, on n'a pas mangé beaucoup. Est-ce que tu peux nous envoyer 15 €? Farhan, moi, si je veux là, je sors chez toi, je vais au McDo, ou je me paye un resto, un asiat à volonté. Comment est-ce que je peux en vouloir à la vie? Je sais très bien que la vie que je mène, elle est extraordinaire. C'est une vie de luxe. C'est une vie de luxe, Farhan. J'ai fini le boulot, j'ai fermé l'école, j'ai pris la route, je suis parti au Festival d'Avignon. 4 spectacles par jour. Sans femme, sans enfant, rien, personne. En mode... c'est un cadeau. Je suis encore en bonne santé. Peut-être que dans 5 ans, j'aurai un truc, je sais pas. Mais je fais mon sport, je fais mon basket, ça se voit pas. Ok, c'est pas grave. T'inquiète, la caméra... Au montage, j'essaie de... Elle coupe juste un peu. Mais je pourrais te faire une liste. Ça, je peux rester 10 minutes sur cette question pour te faire la liste de... J'ai aucun regret. Je t'en dirai un petit, très intime. Tu sais que j'ai perdu une sœur en avril 2012. Des fois, je me dis, ouais, putain, j'aurais vu une petite soirée en plus avec elle. J'aurais voulu qu'on se dise d'autres trucs. J'aurais voulu être plus présent pour elle. Je pense que j'ai été beaucoup présent. Mais on se dit toujours, ouais, j'ai pas fait assez. C'est mon seul regret. C'est ça. J'ai l'impression que j'ai pas donné assez à ma sœur. Et si on se retrouve un jour, elle me le dira. Il y a qu'elle qui pourra me le dire. Voilà. C'est mon petit regret. Mais le reste, je peux pas te dire que je regrette quelque chose. Et j'accepte tout. Même les erreurs que j'ai faites, tu sais quoi, j'accepte. Ce qui est drôle dans ce que tu dis que tu n'es pas religieux, mais t'as que des paroles d'un musulman, genre. Ah ouais? Ouais. Après, bien sûr, les autres religions, je connais pas trop, mais c'est vraiment là, on me dit, t'es un gars qui fait un rappel, c'est le meilleur des rappels pour toutes les personnes qui nous regardent. En fait, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois ci, que tu sois pas croyant, etc., que t'as pas de religion, ta parole, en fait, elle est un peu universelle. Bien évidemment, il faut un certain recul et une spiritualité. Tout le monde ne peut pas l'avoir. Mais ce que tu dis, c'est beau. Merci. C'est... Je le pense, en tout cas. Bah, parce qu'en fait, en fait, ça fait que ce genre de rappel-là, qu'en fait, que sur l'instant présent, tu te dis, ah ouais, il a raison, tu vois. On est là, tout le temps, on court derrière l'argent, on court derrière ci, on court derrière ça. Mais moi, des fois, je le dis, hein, mais la définition du bonheur, c'est pas forcément toujours évoluer vers le haut. Enfin, ce que je veux dire, il y en a, en fait, c'est constamment se dire, bah, ma situation là, je vais essayer de l'améliorer. Mais en fait, pour moi, c'est déjà un cadeau, comme tu as dit. Moi, j'ai encore mes 2 parents, j'ai mon frère, ma sœur, j'ai un bon entourage. Je suis content, tu vois. T'es tonton, si je me trompe pas. C'est ça aussi, tonton, tu vois. Farhan, je vais te dire un truc. Ça aussi, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui est majeur. Parce que moi, je vois comment mes enfants, ils sont avec leur oncle et leur tante. Heureusement qu'ils ont un oncle et une tante. Parce que moi, des fois, je suis relou. Ouais. Non, mais ouais, c'est sûr que des fois, prends cette mission au sérieux. T'as besoin de quelqu'un. Je te jure. Prends cette mission au sérieux. Moi, c'était tonton Stéphane et tata Cécile. Et tata Nathalie, à l'époque où elle était là, mais laisse tomber. Leur présence a été, est et sera inestimable. Donc, prends ça au sérieux. Un cadeau encore. Un cadeau encore. Moi, je vais te poser une dernière question pour clôturer le podcast. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu as un message à faire passer aux jeunes, enfin à toutes les personnes qui nous regardent, mais plus principalement les jeunes? Quel message, en fait, tu as envie de transmettre? Les gamins de 10 ans, j'ai envie de leur dire, vous savez quoi, kiffez. Jouez, amusez-vous. Jouez, amusez-vous. Vivez des expériences. Bougez. Mais l'école, c'est important. Ceux qui ont environ 20 piges, j'ai envie de leur dire, adolescents et 20 piges, les portables, c'est un outil incroyable, mais c'est un piège incroyable. Vous enfermez pas. Vous enfermez plus. Et les briques que vous mettez là,
elles vont vous servir à construire la maison qui va vous emmener jusqu'à 30, 40, 50, 60, 70 ans, etc. Donc j'ai envie de leur dire, vivez les trucs à fond, ne soyez pas esclaves d'un outil, d'un objet ou de quelque chose d'autre. Faites attention à ça. Ceux qui ont 30 balais, j'ai envie de leur dire, vous avez dans la force de l'âge, là, vous avez tout là, tous les... franchement, projetez-vous dans l'avenir et ayez conscience que vous avez tout pour vous. Ceux qui ont 40 et quelques, j'ai envie de leur dire, vous ne faites pas trop donneurs de leçons. Apprenez de ceux qui sont en dessous. Ceux qui ont 50, j'ai envie de leur dire, vous n'êtes pas finis. Ceux qui ont 60, ceux qui arrivent à 60, j'ai envie de leur dire, vous avez de la chance, hein, vous avez vieilli. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Il y en a qui sont partis avant vous. En tout cas, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, Michel. Non, c'est vrai. C'est avec grand plaisir. C'était un peu différent de ce que j'ai pu faire avant. Surtout que le fait que tu sois un peu plus âgé, ça fait que tu nous partages une expérience différente. Mais comme quoi, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on doit encore apprendre tous. Peu importe l'âge, moi je peux t'apprendre comme toi tu peux m'apprendre. Et c'était un épisode intéressant. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager autour de vous pour transmettre aussi le message. Et n'oubliez pas que chaque histoire mérite d'être racontée. Et voilà. Salut à tous.